Eh bien, merci déjà au Musée Fabre de nous accueillir ici, dans le cadre de la Comédie du Livre de Montpellier. Merci à vous Mathieu, et pour commencer, bonjour. Bonjour, Euh, merci à vous. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors l'idée c'est en fait de faire un focus sur votre livre Notre désir est sans remède, paru aux éditions Actes Sud. Vous qui êtes auteur de nombreux romans, qui êtes également éditeur, et donc de voir aussi un peu le cheminement dans l'écriture sur ces deux facettes-là, toujours dans le cadre de la Comédie du Livre. Alors Notre désir est sans remède, pour commencer par le livre lui-même, ça retrace l'histoire de Frances Farmer, même si le nom est jamais cité, je crois, dans le roman. Il apparaît juste une fois, mais sur une affiche. Voilà. Donc c'est le récit d'une des premières stars hollywoodiennes, mais c'est aussi le récit d'Hollywood finalement, la construction de la machine Hollywood. Et pour commencer, pour rentrer dans le livre, comment vous avez croisé ce personnage de Frances? Eh bien précisément au début, ce qui m'intéressait, c'était de réfléchir à la mise en place de la société du spectacle, de la société de l'image telle que nous la connaissons aujourd'hui si bien et avec laquelle nous sommes complètement familiarisés. Je voulais réfléchir un peu au moment représentatif finalement, significatif, où ce pouvoir des images commence à se propager à travers le monde et à investir les vies quotidiennes. Et bien sûr, il me semblait que le moment le plus exemplaire de cette chose-là, c'était la fondation des grands studios hollywoodiens et puis le moment en fait où Hollywood se met à déverser à travers le monde tous ces films qui sont à la fois, et c'est ça qui est très beau d'ailleurs sur le premier âge de Hollywood, des beautés plastiques, des objets d'une beauté plastique inouïe et puis en même temps eh bien, les vecteurs d'une idéologie, l'idéologie américaine très forte. Et donc bon, j'enquêtais un peu, je travaillais là-dessus, je regardais des films évidemment, je lisais pas mal de livres, des documents, etc. Et puis petit à petit apparaissait le nom comme ça de Frances Farmer qui était toujours décrite comme une sorte d'ange brûlé, de fille très douée, extrêmement prometteuse, que Hollywood avait préféré parce qu'elle était trop indocile et parce qu'elle était un peu borderline, mettre au banc et voilà, il y avait cette espèce de dimension un peu de destin tragique qui m'a intéressé. Alors je me suis un petit peu renseigné sur elle, j'ai un peu lu, regardé des images, des photos d'elle, des films dans lesquels elle apparaissait. Et finalement, c'est cette rencontre-là qui a pris le pas sur les questionnements qui étaient là à l'origine. Et je devrais presque dire que tout ce que j'avais envie de raconter sur Hollywood, sur la société américaine, qui est aussi la nôtre, puisque ce sont les mêmes images en fait qui circulaient à travers le monde, eh bien ça s'est fondu quelque part dans ce personnage qui s'est mis à incarner tout ça. Donc voilà. Donc il y a vraiment une dimension, oui, presque amoureuse de la rencontre qui s'est faite au hasard de mes lectures et de ce vagabondage même visuel à travers les images. Alors une fois que vous êtes fixé sur Frances, comment le travail documentaire a été mené? Parce que j'imagine que du coup il y a à la fois une source abondante et en même temps il y a tout ce biais du personnage qui est finalement pas la personne. Il y a une source même potentiellement infinie, parce que s'il faut éplucher toute la littérature sur Hollywood et tous les films et toutes les études qui ont été consacrées et toute l'histoire que ça représente, évidemment, j'y serai encore. Donc c'était d'ailleurs la documentation a fait partie pour moi intrinsèquement du plaisir de l'écriture, parce que naviguer dans ces eaux-là, c'est quand même un très grand plaisir. Enfin, c'est une région culturelle absolument fascinante et passionnante et agréable. Donc il a fallu à un moment presque, j'allais dire tailler, c'est-à-dire décider que il fallait que je cesse d'explorer toutes les pistes possibles et me concentrer sur le personnage. Et à partir de là, j'allais dire que c'est l'écriture qui a cherché son propre matériau, qui a cherché sa propre documentation. C'est-à-dire que bon, j'avais vu déjà beaucoup de choses, je pensais le roman, je pensais ses différentes étapes, une espèce d'ébauche de plan finalement, et puis surtout j'avais ce personnage-là à qui je voulais donner toute sa force, et alors au fur et à mesure finalement la documentation, elle venait renforcer cette direction-là. C'était pas comme si j'avais assimiler une masse comme ça, parce que sinon j'y serais encore. Donc voilà, c'est plutôt, j'allais dire que c'est presque Frances Farmer qui est allée à la recherche de sa propre documentation. Oui, c'est pour ça que c'est pas une biographie ou un texte historique, c'est vraiment un roman. C'est vraiment un roman, construit comme un roman. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'histoire de ce corps de femme
dans les circonstances historiques, politiques qu'il rencontre, qu'il traverse et auxquelles il se heurte. Alors justement, on peut raconter toute l'histoire, parce que du coup, moi j'ai découvert, je connaissais pas, en fait on la connaît sans la connaître, c'est une figure comme ça, mythique d'Hollywood, mais on la connaît sans la connaître, et on ne connaît pas, en tout cas moi je ne connaissais pas, toutes les étapes de sa vie, parce qu'elle a quand même eu un destin alors, 1000 fois brisé, elle a vécu énormément d'épreuves. Alors je ne sais pas si sans rentrer dans tous les détails de sa vie, peut-être rappeler justement tout ce qu'elle a subi, parce que finalement elle a subi énormément de choses, c'est devenu elle a subi l'image qu'elle était devenue. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui a commencé, on pourrait dire, sa carrière scandaleuse en écrivant, lorsqu'elle était lycéenne, un petit texte, un petit essai avec lequel elle a gagné un prix d'écriture qui s'appelait God Dies, Dieu meurt. Donc déjà, une gamine de 16 ans qui proclame devant les parents d'élèves réunis que Dieu est mort, ça faisait un petit peu désordre. Et évidemment, je raconte ce moment dans le livre parce qu'il est assez emblématique aussi du personnage, de ce côté provocateur et en même temps... c'est une provocation qui fait partie d'elle, c'est pas qu'elle veut absolument choquer, c'est juste qu'elle est comme ça, quoi. Et donc après, on la retrouve à différents moments, et c'est vrai que, bon, alors quand elle arrive à Hollywood, elle joue dans quelques grands films, des grosses productions de l'époque, elle est très belle, très douée. On lui fait un grand contrat de 7 ans avec la Paramount, qui est à ce moment-là une des plus grandes sociétés de production hollywoodiennes. Et puis, parce qu'elle refuse de se conformer à ce que les studios attendent d'elle, parce qu'elle décide d'aller faire 2 ou 3 saisons à Broadway pour jouer sur les planches et fréquenter l'avant-garde théâtrale de l'époque, qui en plus était très engagée politiquement à l'extrême gauche, qui voulait littéralement, c'était leur projet, importer la révolution russe aux États-Unis. Bon, comme on sait, ça n'a pas très bien marché, mais voilà, donc elle a baigné aussi dans ce milieu-là, parce que évidemment les studios... voyait d'un très mauvais œil. Et puis, peu à peu, ils ont commencé à la reléguer à des productions secondaires, puis à la mettre sur la touche. Et à un moment de sa vie, ne supportant probablement plus ni Hollywood, ni le sort qui lui était fait, elle a un peu pété les plombs, comme on appelle ça aujourd'hui. Et la société s'est vengée très durement contre ces écarts, puisqu'elle a été ensuite effectivement internée pendant près de 10 ans dans des conditions terribles, parce que la psychiatrie américaine de cette époque-là, donc du milieu du XXe siècle, des années 40, début 50, ça s'apparentait beaucoup plus à de la torture qu'à des soins. Et donc elle a aussi connu cette déchéance physique extrême. Et puis ensuite, une fois que elle a pu sortir de cette longue période d'internement, elle a tenté de reprendre une vie un peu normale. Elle est devenue un peu une sorte de citoyenne américaine, j'allais dire un peu lambda, une sorte de housewife des années 50. Et elle réapparaît à la fin de sa vie à la télévision pour une sorte de show, de talk show, un peu le prototype de ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc son parcours, c'est celui-ci, et moi j'essaye évidemment de tisser à travers tout ça le rapport de cette femme à l'histoire. C'est essentiellement ça. Et c'était ça qui m'intéressait, puisque souvent quand il y a des portraits de femmes, des biopics au cinéma, des fictions biographiques, dans la littérature, on se rend compte qu'elles sont toujours restreintes à des questionnements très intimes, très psychologisés, leur rapport avec leur mère, les hommes, enfin voilà. Les femmes sont toujours un peu comme ça, concentrées sur des questionnements qui ont trait à l'intimité, alors que les hommes, tout de suite, c'est l'histoire, c'est la grande... ils s'affrontent aux conditions politiques, etc. Donc je voulais un peu inverser ça et voir comment ce corps de femme n'était pas moins politique, qu'on sache, que le corps d'un homme, et donc comment il s'affrontait à tout ça. Et alors ce qu'on voit bien aussi, et c'est ça je trouve, alors là on est vraiment sur le contenu, après on parlera aussi de l'écriture elle-même, mais c'est un personnage qui n'a jamais perdu sa colère, et qui a pu se reconstruire aussi grâce à cette colère. Enfin, c'est ça un peu qu'on sent, et justement dans l'écriture, on voit bien cette évolution du personnage, cette colère, sa source.
Mais dans votre écriture, il y a aussi une manière de rentrer dans cette histoire qui est toujours avec une sorte de filtre, je trouve. Enfin, il y a une sorte de distance, enfin, un style particulier de l'écriture. Comment vous avez tissé justement vos mots pour raconter cette histoire? On est un peu comme ça sur cette manière d'être distancié tout en étant dans l'empathie avec Ouais. ce personnage. Vous avez raison, fondamentalement c'est une femme en colère. C'est ça qui l'habite. Et c'est une femme qui, parce qu'elle était en colère, a connu des violences extrêmes. Et en racontant sa vie, quelque part, je crois que je voulais trouver la juste distance qui correspondait aussi à une sorte de respect, j'allais dire, peut-être de tact, quelque chose comme ça, qu'elle m'inspirait. Et je ne voulais pas que le livre soit de nouveau un viol de cette intimité telle qu'elle avait connue. Et donc j'ai essayé de procéder par ajustement sans cesse. Donc c'est vrai que il y a une espèce de circulation, on la voit de différentes manières. Parfois on est très près d'elle, et puis parfois on s'en éloigne un peu, parfois on est même carrément assez loin. Vous voyez, bon, la métaphore cinématographique est assez facile en l'occurrence, mais c'est vrai que des fois il y a des plans très larges, des fois des plans rapprochés, des fois quelques gros plans, mais aussi avec des contre-champs. Bon, ce qui permet aussi de l'inscrire d'abord dans le monde dans lequel elle évolue. Et puis aussi de faire que nous, en tant que lecteurs et auteurs, puisque là en l'occurrence le lecteur partage le point de vue que je lui propose, eh bien voilà, c'est une manière aussi de tourner autour d'elle, de respecter l'image qu'elle a été et dont elle a aussi voulu se défaire, pour essayer, oui, d'appréhender sa vie, d'abord dans ses circonstances historiques et dans toute son amplitude historique et politique, et puis aussi avec j'espère une certaine forme de tendresse et d'empathie, mais qui, je crois, nécessitait un peu de distance. Voilà. C'est pas, pour garder la métaphore cinématographique, c'est pas voilà, une caméra à l'épaule qui vous filme toujours en gros plan et qui ne lâcherait pas le personnage. Au contraire, moi je pensais qu'il fallait de temps en temps le lâcher, parler d'autres personnes, quand par exemple on rentre dans le livre par le personnage de Samuel Goldwyn, donc on visite les studios avant d'arriver sur le plateau où se trouve Frances Farmer et de découvrir enfin le personnage. Voilà. Je voulais qu'il y ait tous ces mouvements autour d'elle. Alors pour finir sur ce livre en particulier, il y a une expression qui revient à plusieurs reprises, qui est la loi sauvage. Et justement, je me posais la question de quelle sauvagerie, puisque la sauvagerie, elle est avec tout ce qu'on a pu lui infliger, mais finalement elle est aussi celle de perdre son âme à travers la perte de son image. Enfin voilà, cette loi sauvage, si vous pouviez juste oui, peut-être ce que vous entendez par la loi sauvage. La loi sauvage dans le livre, c'est ce principe qui soumet un corps, une personne à la lumière, c'est-à-dire à cette extrême brutalité en fait que c'est que de recevoir des sunlights en plein visage, que d'être obligé de les oublier ou de faire comme s'ils n'étaient pas là, tout en ayant une image de soi enregistrée. Bon, vous voyez là on est enregistré, mais on a une lumière autour de nous assez douce, c'est pas très très violent, mais quand on regarde ce qui se passe dans les bains de lumière des plateaux, c'est quand même d'une crudité et d'une violence visuelle et physique extrême en fait. C'est la première phrase d'ailleurs du livre. La lumière n'exauce pas les corps, elle les massacre. Voilà. Et au fond, la loi sauvage, c'est le principe qui régit ce massacre. C'est-à-dire, c'est ce à quoi eh bien, les gens qui décident ou dont on décide pour eux qu'ils doivent devenir une image se trouvent soumis. Alors, on a ce personnage qui finalement est une image creuse, qui essaie d'exister à travers ce creux. Et ça m'a fait penser à un livre précédent que vous avez écrit, Strangulation, qui est également publié chez Actes Sud, je crois. Alors il était paru chez Gallimard et il est repris en Babel, qui est la collection de poche d'Actes Sud. Alors c'est un peu autre chose, c'est un peu l'inverse au départ, on pourrait penser, parce que c'est un personnage qui n'existe que dans un quotidien finalement assez... voilà, un confort, un contentement d'une vie administrative, suite à un concours, enfin voilà, quelque chose. Mais tout de même, c'est aussi un creux finalement, j'ai l'impression. Et ce qui m'a fait penser à ce livre, c'est notamment la dernière phrase, « Si j'ai n'importe qui », qui est la phrase sur le tombeau.
Et finalement, est-ce que c'est ça justement moi, la question que j'avais envie de vous poser, est-ce que c'est ces creux-là qui vous intéressent en littérature? Je crois, je suis assez intéressé, je m'en rends compte en écrivant d'un livre à l'autre, mais je vois qu'une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est d'une part les gens qui se retournent contre leur propre monde, contre leur propre milieu, leur propre extraction sociale, géographique, culturelle, qui ont un rapport conflictuel avec là d'où ils viennent. Bon, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse assez. Et également les gens qui... Enfin, là, en l'occurrence, il se trouve que ce sont deux personnages qui ont en commun d'avoir des difficultés avec leur époque, à faire corps avec leur temps. Selon des modalités complètement différentes, hein, puisque quelque part Frances Farmer c'est quelqu'un de très présent, c'est une personnalité très forte, c'est une forte tête qui affronte quelque part son temps et c'est son époque qui la punit presque, qui se retourne contre elle, alors que Jean de la Ville-le-Miremont, le personnage de Strangulation, est au contraire une silhouette beaucoup plus impalpable, c'est un peu l'homme des villes de la fin du 19e, début du 20e, et effectivement c'est n'importe qui, c'est-à-dire que c'est voilà, une espèce d'individu prélevé presque au hasard dans la foule urbaine, quoi. Donc c'est deux choses complètement différentes, et en même temps, oui, ils se retrouvent sur cette dimension-là, c'est-à-dire que les deux se heurtent, s'affrontent et peut-être aussi s'échappent de leur époque. Alors, on va passer au sujet suivant de l'écriture à l'édition, hein, puisque vous êtes aussi éditeur. Les éditions incultes. Les éditions incultes, c'est quoi? C'est 11 ans? 11 ans d'aventure? Ouais, même 12 maintenant. 12, même 12. On est dans la 12e année, ouais. Et avec quelques petits épisodes difficiles, mais là, j'ai l'impression que c'est reparti sur des... Oui. Des épisodes difficiles qui finalement étaient un petit peu inscrits d'emblée dans l'histoire, puisqu'en fait, Inculte, pour le présenter très vite, à l'origine, c'est une revue. Et à l'intérieur de cette revue, s'est constitué un collectif d'écrivains. Il s'est constitué, là aussi, par la rencontre. C'est-à-dire qu'on a lancé une revue, on s'est tout de suite très très bien entendus, on est devenus tous très amis, on a des liens très 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 étroits, hein, tous entre nous. Donc là, je parle d'un groupe de 12-14 personnes environ. Et donc d'emblée, on a eu envie de continuer, de faire cette revue, de produire des actes collectifs et des textes en commun. Et donc on s'est mis à publier aussi des livres et à devenir, bon an mal an, une sorte de vraie maison d'édition. Le problème étant que, en fait, on avait monté Inculte avec 300 € pour juste faire une revue et que donc ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'étaient devenues nos activités. Donc on a dû s'arrêter dans un premier temps, repenser un peu tout ça, reconstruire une maison d'édition un peu en bonne et due forme, qui s'est donc relancée là, il y a maintenant bientôt 1 an, et qui maintenant, tourne normalement et conforme à ce qui est réellement l'état de nos publications. Donc le collectif, lui, demeure, il n'a jamais été aussi soudé, et d'ailleurs là, la Comédie du Livre de Montpellier, sur la place, il y a pas mal d'incultes éparpillés, puisque comme la carte blanche est confiée à Maëlys de Kerangal, qui fait partie du collectif depuis le début, presque depuis le début, elle a aussi un petit peu invité quelques personnes qui font partie du groupe. Pas que ça, hein, parce que nous ne sommes pas une secte, hein, on ne fait pas tout entre nous, mais c'est vrai qu'on est quand même un groupe très très soudé, donc c'est pour nous un plaisir aussi de se retrouver, de partager des aventures, et puis aussi d'essayer de communiquer ce qu'est notre rapport à la littérature. Alors bon, je peux citer les quelques noms aussi du collectif. Il y a Maëlys de Kerangal, donc je viens d'en parler. Il y a Mathias Sénard, le Goncourt de l'année, qui est quand même un membre éminent. Il y a Claro, par exemple, le traducteur, Arnaud Bertina, Oliver Reux, qui sera là tout à l'heure, avec Jérôme Ferrari, avec qui il a d'ailleurs coécrit un livre. Il y a Hélène Gaudy, qui sera là aussi tout à l'heure, qui est une jeune auteure absolument passionnante, que je vous invite à découvrir, notamment son dernier livre, paru aux éditions Incultes, qui est un livre vraiment formidable, sur la ville de Térésine, qui était de ce ghetto modèle pendant la Seconde Guerre mondiale,
et vraiment, elle a arpenté le lieu et puis les strates historiques qui composent ce lieu, et elle a fait un travail absolument merveilleux. Alors là, évidemment, je vais en oublier si je fais ça, mais voilà, pour vous donner, il y en a encore quelques autres, Stéphane Legrand, Nicolas Richard qui est traducteur, et puis les éditeurs aussi, Jérôme Schmitt, Jérôme Der et Alexandre Civico qui est éditeur et écrivain. Enfin voilà, c'est une espèce de constellation comme ça en fait, de gens qui ont surtout en commun d'être d'abord des amis au fond, et puis d'avoir quelques idées de la littérature aussi partagées, une sorte d'humeur un petit peu disons, désacralisante. Pour nous, la littérature est quelque chose de très sérieux, parce que c'est à ça qu'on passe l'essentiel de notre temps, et c'est en même temps aussi quelque chose de très léger, de très drôle, qu'il faut essayer de mettre à sa juste place, et voilà. C'est un peu ça qui nous fédère. Et alors comment on gère son temps quand on est à la fois éditeur-auteur? Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, ça doit être assez compliqué de mener les deux de front. C'est pas si compliqué, non. Moi, j'ai l'impression que ça se coordonne assez bien. Bon, parfois, la lecture de manuscrits me prend un petit peu de temps sur mon temps d'écriture, mais j'arrive quand même plus ou moins à concilier les deux. Et puis, moi, j'ai un peu l'impression que ça relève d'un même engagement, en fait. C'est-à-dire que il y a ce que j'écris, il y a ce que je publie, et puis il y a aussi ce que je lis sans forcément que ce soit immédiatement lié à la maison d'édition. Et tout ça, j'ai l'impression, m'ancre d'abord dans une pratique et puis dans un présent aussi. Ben, avant de vous remercier pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder ici à Montpellier, Lipfly est un site communautaire du livre. Et donc les gens qui vont voir cette vidéo ont peut-être aussi envie d'avoir, je sais pas, un partage de coup de cœur ou un livre que vous pourriez conseiller qui vous a particulièrement marqué, vers lequel le lecteur pourrait s'orienter. Ah, alors là, comme je... un culte et pas forcément à Actes Sud, comme... mais ça peut être aussi dans un Comme j'étais pas préparé, j'avais pas pensé à ça. Bon, déjà il y a le livre donc Une île, une forteresse d'Hélène Gaudy dont je viens de parler, mais je vais peut-être pas effectivement reprendre celui-ci. Bah écoutez, ça tombe bien parce que je suis assis là tout à l'heure sur la place à côté de Charles Robinson, dont j'aime beaucoup le dernier livre, qui est un grand livre à mon avis. Donc voilà, pourquoi pas aller lire le dernier livre de Charles Robinson, voilà, qui est paru au Seuil chez Fiction et Compagnie. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Mathieu, et donc bonne comédie du livre. Ben, merci beaucoup. Vous aussi. Merci.